théorie de l'autodétermination, c'est une théorie de la motivation humaine qui existe depuis 40 ans. Ce qui est intéressant de cette théorie-là, c'est qu'elle s'applique justement à différents domaines, en sport, au travail, en pratique parentale, au niveau social. Ce qui est intéressant, c'est que sur les milliers de publications, on détecte des faisceaux d'éléments communs. Donc, la question que vous me posez en lien avec les chercheurs, on va extrapoler des données qui viennent de d'autres secteurs. Donc, un des faisceaux qui permet d'expliquer comment un être humain fonctionne de façon optimale, c'est que l'être humain a 3 besoins psychologiques à satisfaire, ils sont innés, on les a de la naissance à la mort, de notre premier jour en emploi jusqu'à la retraite, on les a tout le temps, sont innés et universels. Tout le monde sur la planète les a. On peut les satisfaire de façon différente, mais en soi, les êtres humains ont ces 3 besoins psychologiques-là à satisfaire. Le premier besoin psychologique, c'est le besoin d'autonomie qui contient 2 éléments. C'est à la fois une perception de choix, de liberté, une certaine marge de manœuvre. Donc ça, c'est une première sous-composante. Puis il y a l'autre sous-composante qui est d'agir en conformité avec ses valeurs, d'être parfaitement soi-même, ce qui va être de l'authenticité. Donc le besoin d'autonomie englobe à la fois la perception de choix et l'authenticité. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. L'être humain, lorsqu'il se fixe des objectifs, il doit pouvoir percevoir la possibilité de surmonter cet objectif-là, de l'atteindre. Donc, l'être humain a le besoin d'être efficace, d'être efficient. Puis s'il y a des défis qui apparaissent sur le chemin, d'avoir la perception de pouvoir les surmonter. Ça, c'est le deuxième besoin. Puis le troisième besoin psychologique, c'est le besoin d'affiliation ou d'appartenance sociale. L'être humain a besoin de sentir qu'il fait partie d'un groupe plus large que lui-même. Donc, ça peut inclure des perceptions de support bidirectionnelles. On peut compter sur d'autres personnes, puis les autres personnes peuvent compter sur nous. Donc, ces 3 besoins-là peuvent être satisfaits. Donc, on se sent parfaitement soi-même, efficace et bien entouré. Ou à l'autre bout du spectre, les besoins peuvent être frustrés. On me force à être quelqu'un que je ne suis pas. On m'enlève mes perceptions de choix. On ne me donne pas les outils pour être compétent. J'ai des objectifs à atteindre, mais c'est impossible pour moi de les surmonter. Puis l'affiliation sociale, lorsqu'elle est frustrée, c'est non seulement le sentiment d'isolement ou de solitude, mais c'est de l'isolement actif. On se sent repoussé, rejeté par les autres personnes. On peut analyser n'importe quel environnement de travail via 3 grands paramètres qui sont communs à tous les milieux de travail, dont ceux de chercheurs. Ça va être de découvrir les éléments de défi, ce qui est enthousiasmant, ce qu'on a le goût de faire. Donc, c'est des demandes qu'on perçoit dans l'environnement, mais qui nous activent de façon positive. On a hâte de les atteindre. Donc, les défis, ça sera un premier faisceau d'éléments qu'on doit avoir très présent. Pour faire face à ces défis-là, bien, on a besoin de ressources qui peuvent être psychologiques, physiques, émotionnelles. Donc, le fait d'avoir beaucoup de défis, ce n'est pas un problème tant et aussi longtemps qu'on va avoir les ressources pour y faire face. Il y a aussi une autre catégorie de demandes qu'on va appeler les obstacles. En anglais, c'est hindrance. C'est vraiment des obstacles, des choses difficiles. Donc, c'est des demandes de l'environnement, mais qui sont perçues comme étant très difficiles ou pour lesquelles on n'a pas les ressources pour y faire face. Donc, si on fait le lien entre la satisfaction et la frustration des besoins, la recherche semble démontrer que des défis, c'est bénéfique. Ça nous active, on choisit de les faire, on va mener à bout de les atteindre, puis on va se mettre en équipe, on va se placer pour avoir assez d'interdépendance pour atteindre cet objectif-là. Donc, des défis, c'est positif. Les ressources, également, c'est positif. Ça augmente la satisfaction des besoins, puis ça diminue la frustration des besoins. Donc, les ressources peuvent être financières, mais ça peut être aussi des perceptions de support interpersonnel. Donc, même s'il y a peu de ressources financières, si on sent qu'il y a une équipe qui nous supporte bien, ça peut aider à faire face à ces défis-là. Mais les obstacles sont à diminuer le plus possible parce qu'elles ont à la fois un effet en diminuant la satisfaction des besoins et en augmentant la frustration des besoins psychologiques. Donc, si on connecte ça avec les types de motivation, on va constater que la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale augmente 2 types de motivations qui sont de qualité. En recherche, on les appelle les motivations intrinsèques et identifiées. La motivation intrinsèque, c'est le fait d'avoir du plaisir, de ne pas voir le temps passer dans différentes tâches. La motivation identifiée, c'est de ne pas nécessairement faire des tâches agréables, mais on sent qu'on contribue à quelque chose de plus large que soi. Lorsque les gens disent « je me sens utile socialement, j'ai trouvé ma vocation », ça peut s'apparenter à de la motivation identifiée. Quand les besoins sont satisfaits, ça augmente les 2 bons types de motivation. Il y a 2 autres types de motivation qui sont de moins bonne qualité. Il y a les motivations introjectées et extrinsèques. La motivation introjectée, c'est le fait de
chercher des récompenses internes et éviter des punitions internes. Je donne des exemples, c'est tout ce qui est relatif à l'ego. Quand les gens veulent prouver qu'ils sont les meilleurs aux autres, lorsque les gens veulent éviter d'avoir l'air fou dans la perception des autres, c'est surtout leur sentiment intérieur qui les anime. Ils veulent éviter de se sentir mal. Donc, on ne peut pas le percevoir de l'extérieur. Ça, c'est la motivation introjectée. Finalement, il y a la motivation extrinsèque, qui est souvent relative en milieu de travail aux récompenses monétaires, mais ça peut aussi être social. Un patron qui arrive dans notre cadre de porte et qui nous dit « Le rapport que je t'ai demandé demain devrait être prêt aujourd'hui », c'est extérieur à soi, mais on sent la pression. La recherche va montrer que lorsque les besoins psychologiques sont frustrés, on va adopter des motivations qui sont compensatoires. Donc, on va essayer de prouver à soi-même et aux autres qu'on est bon. Donc, si on le transpose au domaine de la recherche, si on demande aux chercheurs de produire une quantité mirobolante d'articles dans des revues prestigieuses et qu'on ne se soucie pas que ça s'imprime dans la durée, bien, ça risque d'augmenter la frustration des besoins psychologiques. On veut augmenter la quantité du nombre d'articles, donc c'est clairement extrinsèque. Lorsque les gens calibrent la valeur d'une personne par rapport au nombre de publications qu'elle a, bien, c'est clairement de la valeur personnelle, donc c'est de l'ego. Et ce qu'on récolte en bout de ligne, c'est des conséquences négatives au niveau psychologique, donc détresse, émotions négatives, mal-être, au niveau physique, épuisement, distraction, etc. Et puis aussi au niveau comportemental. Si on demande aux gens de faire de la qualité, ils vont faire de la qualité au final, mais le processus motivationnel ne sera pas bénéfique pour l'individu. Beaucoup de gens vont penser que ces 4 types de motivation-là sont bonnes. Les gens qui sont à l'argent, on leur donne de l'argent, ils vont bien fonctionner. Les gens qui sont stimulés par leur ego puis par leur nombre de publications, bien, on les encourage à faire ça, puis ça va être de qualité. Nous, on a mesuré les 4 grands types de motivation, donc plaisir, sens, ego et argent, dans 7 langues différentes, dans 9 pays, sur 4 continents. Puis de manière invariable, plus les gens ont des motivations plaisir et sens, plus on récolte de conséquences positives, puis plus on augmente les motivations ego et argent. Parfois, on a des conséquences positives, mais la constellation de conséquences qu'on anime, c'est plus négatif. Distraction, les gens ont une perception de cage dorée, je ne peux pas quitter mon emploi, je suis bien trop bien payé ici, même si j'ai plus de plaisir, l'argent m'y retient. J'ai toute ma définition de ma personne qui est reliée à mon travail, comment puis-je quitter ce travail-là. Donc, ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est qu'il permet d'orienter les actions pour augmenter le bien-être du plus grand nombre de personnes pour le plus longtemps possible. C'est très facile d'augmenter la quantité à court terme chez certains individus. On connaît la recette, c'est facile. Mais si on veut que ça s'imprime dans la durée puis que collectivement on y gagne, il faudrait éviter de faire ces actions-là. Moi, j'ai choisi cette profession-là parce que je trouvais que ça correspondait à qui je suis. Je considère qu'à tous les jours, je fais des tâches qui correspondent à qui je suis. Je suis capable de me fixer des objectifs puis de les atteindre, pas tout le temps dans le temps que je me suis fixé. J'ai des collègues que j'adore, puis je vois que je peux être très heureux pendant très longtemps. Toutefois, si j'absorbe le message largement véhiculé qu'il faut que je publie le plus possible puis que j'ai 12 subventions de front, je ne pense pas que je pourrais être heureux. C'est de calibrer ses propres attentes puis d'essayer d'influencer ceux qui prennent les décisions pour qu'ils calibrent leurs attentes, pour que le plus grand nombre soit heureux, performant et pour longtemps. C'est ces 3 paramètres-là, performance, bien-être et temps, qu'on doit calibrer. Fait que des fois, ça demande de réduire les attentes. Mais si c'est pour le bien collectif, puis qu'en groupe, on y gagne, plutôt que faire gagner seulement certains individus, je pense que ça peut être des choix qui se défendent bien.